Bonjour. Donc, je suis Julien Greby, je suis kinésithérapeute à la clinique Les Amarins Ouest. Je vais vous faire un petit topo, une petite conférence sur la rééducation des patients amputés. Sont-ils tous appareillables? La question, forcément, elle indique que potentiellement non. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes de la rééducation telle qu'elle est pratiquée au centre et généralement dans d'autres centres, et détailler un peu à chaque étape les limites que nous pouvons rencontrer et pourquoi les patients ne sont pas forcément toujours appareillables ou la phase de pose de prothèse ne peut pas aller à son terme. Donc, on démarre avec une définition, c'est un peu lourd, mais ça va s'alléger par la suite. Donc, l'amputation, c'est l'ablation d'un membre ou d'une structure du corps, d'accord ? Elle est définie comme mineure ou majeure en fonction de la taille de segment qui va être amputé. On va également avoir des amputations, donc membre supérieur ou membre inférieur. Aujourd'hui, le propos, on va surtout l'axer sur le membre inférieur, c'est ce qu'on rencontre le plus. Et au sein de la clinique, on n'accueille pas d'amputés du membre supérieur pour le coup. Ça reste très très rare, comme on va pouvoir voir. Donc là, les chiffres qui sont ici sur ce slide, c'est, on va dire, des données mondiales. D'accord ? Les chiffres sont variables d'un pays à l'autre, mais ils sont assez semblables finalement quand on prend à l'échelle d'un pays. En termes de causes d'amputation, on retrouve en priorité tout ce qui va être vasculaire et notamment le diabète. Donc on va voir que tout ce qui est diabète pur plus autres maladies vasculaires représente la grande majorité des amputations. Ensuite, on va avoir les amputations traumatiques, typiquement un accident de la route ou un accident de travail, les cancers avec les tumeurs osseuses et des déformations congénitales qui nécessitent une amputation. Une grosse majorité d'hommes. Comme on a vu sur le membre supérieur, on est quand même très, très limité et ça ne concerne pas forcément des amputations majeures, c'est souvent un doigt et ça ne nécessite pas forcément un appareillage, simplement de l'esthétique. En France, entre 100 et 150 000 personnes amputées, vivantes, on va dire, enfin, en continu. Et si on doit dresser un portrait robot donc de la personne amputée, c'est un homme, généralement obèse, entre 50 et 75 ans, avec donc une comorbidité et des facteurs de risque associés, donc typiquement fumeur ou consommation d'alcool excessive, etc. Si on prend un petit focus réunionnais, j'ai centré un petit peu sur le diabète. On voit que le diabète dans la population réunionnaise, donc c'est 10% de la population, ce qui est plus que la population, on va dire, globale si on prend les chiffres en France. Si vous voulez, il y a une conférence dimanche sur le diabète en fin de journée. Donc, et avec une augmentation également qui est plus importante que sur, on va dire, l'ensemble du territoire français, avec une progression de 3% par an. L'amputation, comme on a vu, le diabète, donc les patients diabétiques représentent une grosse part des amputés et on a vu que du coup 1 à 2% des patients diabétiques vont vers l'amputation et 7% avec une plaie du pied, sachant qu'une plaie du pied peut rapidement dégénérer et amener derrière également à l'amputation. Les derniers chiffres que j'ai pu trouver, on est entre 250 et 300 hospitalisations pour amputation du membre inférieur sur la Réunion. À savoir que c'est 250 à 300, encore une fois, on n'est pas forcément sur des amputations qui nécessitent un appareillage derrière, mais ça peut aller de, par exemple, une amputation d'un orteil à une amputation de la transtibiale ou transfémorale. Les données, du coup, c'est un domaine qui est très peu exploré pour l'instant. Ça commence à augmenter un petit peu. Quand on fait des recherches un petit peu sur tout ce qui va être prise en charge du patient amputé, on retrouve très peu d'études sérieuses et qui font consensus sur lesquelles on peut véritablement s'appuyer sur la rééducation. On a pas mal de recommandations, mais ce qui amène un niveau de preuve quand même relativement faible pour la prise en charge derrière. Donc finalement, parfois ça peut ressembler à du bricolage, mais bon, c'est comme ça, on fait un peu avec ce qu'on a. Beaucoup de bon sens et les quelques recommandations, les quelques prises en charge, les quelques études prouvées, on peut s'appuyer dessus. Donc comme j'ai mis, on s'appuie surtout sur des avis d'experts, mais encore une fois, les niveaux de preuve sont relativement faibles. À savoir que les études de prise en charge les plus poussées, ou on va dire les recommandations les plus poussées, celles qu'on peut trouver, ça va être le service des vétérans de l'armée américaine, par exemple, voilà, qui le font. Mais encore une fois, on n'est pas sur la même population. Le blessé de guerre et le patient diabétique, on n'est pas tout à fait sur les mêmes populations.
Je vous ai remis rapidement les niveaux d'amputation généralement. Donc, ce que vous voyez au milieu au niveau de l'amputation du pied, on est encore sur des amputations mineures. On n'a pas forcément de nécessité d'appareillage. On va plus travailler sur du chaussage. Donc là, la rééducation, elle reste très limitée. Par contre, il y a un gros travail de chaussage derrière et de prévention pour éviter qu'il y ait des complications et que l'amputation se fasse de plus en plus haut. Sur le membre supérieur, comme je vous ai dit, on en trouve très peu sur la Réunion, et tant mieux. Nous, au centre, on travaille beaucoup du coup sur des patients amputés transtibiaux ou transfémoraux. Je vous expliquerai pourquoi on a surtout des amputations à ce niveau-là et non pas et pas trop d'amputations donc de cime au niveau juste de la cheville ou au niveau du genou. Donc, en termes de rééducation, les recommandations, les quelques recommandations demandent ou en tout cas suggèrent qu'une phase préopératoire serait intéressante. Effectivement, elle peut être intéressante parce qu'elle permet au patient de se projeter dans sa rééducation, déjà d'avoir une idée du futur et d'avoir déjà une acceptation. Alors, par contre, cette phase opératoire, elle est rare parce que finalement, l'amputation, on est souvent sur du dernier recours et avant que le patient se dégrade réellement. Donc, on est un petit peu dans l'urgence. Et finalement, ces phases préopératoires sont très peu présentes. Ces patients-là, nous ne les voyons pas dans les centres de rééducation, en tout cas nous au Tamarin ce n'est pas le cas. Certains centres en France essayent de mettre en place des consultations préopératoires, notamment la Tour de Gacy à Bordeaux qui travaille pas mal là-dessus. Et ça donne plutôt des bons résultats parce que le patient se projette plus facilement, la rééducation derrière est plus rapide et plus intéressante. La phase de cicatrisation, donc c'est là où on va commencer à voir arriver les patients sur les centres de rééducation. La première des choses à faire, donc, c'est une évaluation fine de la douleur. La douleur, déjà, chez le patient classique, elle peut être multiple. Chez le patient amputé, on en rajoute d'autres. Donc la douleur neuropathique, classiquement, que l'on peut retrouver, donc une douleur d'origine neuro, sans forcément point d'entrée. Une douleur du membre fantôme, qui est un type de douleur neuropathique, mais là, ça touche finalement le membre qui a été amputé. Donc on est sur un autre type de douleur. La présence de névrome, donc là on est sur une conséquence directe de l'amputation. La section nerf provoque à sa terminaison un névrome avec du coup un point d'appui douloureux. Des esquilles osseuses, donc là on est sur une repousse au niveau du moignon de protubérance, on va dire osseuse, qui viennent donc provoquer des douleurs chez le patient. Des syndromes douloureux régionaux complexes. On parle aussi de douleurs psychologiques, donc un suivi psychologique est assez important et très rapidement chez les patients pour déjà une acceptation et pouvoir parler et donc pouvoir verbaliser et diminuer cette douleur psychologique et également faire très attention finalement aux membres contralatérales, donc résiduels, qui sera finalement le point d'appui principal chez ces patients. Les complications principales, elles sont d'ordre septique, environ 20% de problèmes septiques post-amputation qui peuvent nécessiter ou non une reprise. Donc une reprise soit directement sur le moignon avec un petit lavage, soit une amputation un tout petit peu plus haut. Une déhiscence de la plaie, donc là une plaie qui va venir se réouvrir, qui peut provoquer donc des cicatrices problématiques par la suite ou un retard de cicatrisation. œdème, hématome du moignon forcément, et des douleurs, comme on en parlait, c'est quand même une complication importante chez ces patients-là. Donc l'évaluation de la douleur, donc là vous avez le questionnaire DN4 typiquement donc pour la recherche de douleurs neuropathiques, les différents types de douleurs fantômes que le patient peut ressentir. Donc on est vraiment sur des douleurs très importantes. Les patients décrivent des sensations quand on leur arrache les ongles ou qu'on leur transperce le pied ou que le pied ou la main se retrouve dans un étau. Donc on est vraiment sur des douleurs insupportables. Et donc cette prise en charge de la douleur doit être très très importante. La photo que vous avez tout à gauche, c'est ce qu'on appelle le test de Tinel, un test de percussion, donc simplement pour vérifier éventuellement la présence de névrome ou de compression nerveuse. Les techniques que l'on peut mettre en place en rééducation, ce seront des techniques de désensibilisation typiquement. Donc là, par exemple, vous voyez un patient qui se passe le moignon à la brosse, c'est simplement pour essayer de... C'est des méthodes de diminution, de désensibilisation tout simplement. Donc là, on travaille plutôt sur des douleurs neuropathiques. Également le vibralgique, comme je l'appelle là-bas, donc c'est une espèce de vibreur qui vient donc stimuler un petit peu différemment et le patient se réhabitue finalement à avoir une sensation à peu près normale au niveau du moignon. Toujours en phase de cicatrisation, très important dès le début, l'autonomisation au déplacement et au transfert. Le patient, avant même d'être appareillé, doit pouvoir se déplacer en fauteuil roulant et ou béquillé. Ça lui sert déjà à se déplacer dans un premier temps, mais par la suite, s'il y a appareillage ou non,
on peut au moins être sûr qu'il saura se déplacer seul. La lutte contre le déconditionnement à l'effort, il est très important de le prendre dès le début. On a vu que les patients amputés sont des patients avec des comorbidités, souvent comorbidités cardiaques, et ou des personnes plutôt âgées. Donc si on les laisse au repos en quelque sorte, un déconditionnement à l'effort peut apparaître, à savoir que la reprise de la marche chez un patient amputé, pour un patient amputé transtibial, va représenter une consommation d'énergie supérieure de 35%. D'accord ? Un double amputé, on est quasiment à 100% de consommation énergétique supplémentaire. Donc le reconditionnement à l'effort, dès le début, est très important. La prévention des attitudes vicieuses et des escarres, forcément. Donc les attitudes vicieuses, on est vraiment là plutôt centré sur le moignon et sur le membre contralatéral, à savoir que par exemple un amputé transtibial va avoir une position antalgique en flexion de genou. Cette flexion de genou doit être limitée au maximum pour permettre d'avoir des amplitudes articulaires correctes et de pouvoir derrière procéder à un appareillage idéal. D'accord ? Donc la prévention de ces attitudes vicieuses et des escarres, donc ça va être des travails de retournement, des push-ups au fauteuil, l'installation au fauteuil et également des installations au lit. Donc là, on a des petites fiches explicatives du patient, quelle est la bonne position, quelle position ne surtout pas prendre, et des petits exercices déjà de reconditionnement et de renforcement et de mobilisation que lui peut opérer seul au lit ou au fauteuil. Phase de cicatrisation, donc une lutte contre l'œdème du moignon, et on commence déjà à faire ce qu'on appelle un moulage du moignon. Le moignon, pour pouvoir être appareillé, doit avoir une forme ou cylindrique ou conique. D'accord ? Il ne doit pas s'évaser vers le bas, sinon dans l'emboîture de la prothèse, ça deviendra compliqué. D'accord ? Les emboîtures, actuellement, on est sur des modèles qu'on appelle contact, c'est-à-dire que c'est le fait que l'emboîture adhère complètement au moignon qui va faire que le moignon va se porter la personne. D'accord ? On n'est pas en appui directement sur la base du moignon. Donc, une bonne forme de moignon sera importante. Donc, par la déclive, le drainage et la compression, donc des techniques de bandage. Et là, vous voyez à droite, le patient porte déjà un bonnet compressif. On peut aussi adapter aux patients des bonnets compressifs qui permettent de maintenir une bonne forme de moignon. Phase pré-prothétique, donc sur les jours, on est sur quelque chose de purement indicatif, d'accord, c'est vraiment dépendant de chaque personne. À J15, on n'a pas énormément de patients qui sont totalement cicatrisés et donc en phase pré-prothétique. Donc là, on poursuit la préparation du moignon, une lutte contre l'œdème, un travail cicatriciel qui va être très important. D'accord, une cicatrice adhérente peut provoquer des douleurs ou des défauts de forme du moignon. D'accord, donc ce travail cicatriciel va être très important. Une compression adaptée, également un maintien d'un bon tonus musculaire du moignon. D'accord, c'est pas parce que la personne a été amputée qu'il n'y a pas de muscle dans le moignon. Un amputé transtibial va avoir donc son triceps ramené vers l'avant au niveau du tibia pour avoir un petit matelassage. Et il est important de garder un tonus suffisant pour que ce matelassage soit efficace. D'accord ? Également, on peut mettre en place des ateliers thérapeutiques donc sur la surveillance du moignon, la pose, la dépose de la compression. Donc là, par exemple, vous pouvez voir quelques moignons avec, vous voyez, des fois des cicatrices qui peuvent provoquer des formes qui rendront difficile l'appareillage parce que, justement, comme je vous disais, ce contact au niveau de l'emboîture de la prothèse va être problématique. Phase pré-prothétique, donc renforcement musculaire, on continue, réentraînement à l'effort, on continue. Le patient doit être le plus en forme possible pour derrière pouvoir finalement reprendre la marche et donc avec cette consommation d'énergie, ce besoin d'énergie supplémentaire pour qu'il puisse se déplacer le plus possible. On démarre également le cahier des charges de la prothèse. Alors le cahier des charges de la prothèse, il va être dépendant de pas mal de choses. En premier lieu, l'état antérieur du patient et son projet. D'accord ? Un patient qui était sédentaire à la base ne va pas devenir sportif de haut niveau après son amputation. Donc déjà, ça va nous guider sur les possibilités du patient, ou en tout cas sur quel pourrait être le devenir de ce patient. Ce qui n'empêche pas qu'un patient qui était sédentaire voudrait reprendre le sport, bien sûr. Les capacités actuelles du patient, donc les capacités au moment de l'établissement du cahier des charges, là également, on n'est pas fixé, mais en tout cas, on va déjà choisir un matériel qui est adapté au patient à l'instant T. Il pourra évoluer en mieux ou en moins bien en fonction des capacités du patient à utiliser sa prothèse. L'état cognitif du patient, c'est aussi également très important. On a vu qu'il fallait une surveillance du moignon, il faut pouvoir utiliser, poser, déposer sa prothèse et savoir si elle est en bon état pour ne pas se mettre en danger.
les objectifs et la motivation, et également les contraintes locales. Les contraintes locales, on a tendance à les oublier un petit peu, mais ici, nous sommes à La Réunion, j'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie, les contraintes locales ne sont pas forcément les mêmes, le matériel n'est pas forcément à disposition de la même façon, et pour certains types de matériel, des révisions seront nécessaires et ne seront pas possibles en local. Donc là aussi, il faut savoir le réfléchir. Si on donne une prothèse à un patient et qu'on lui enlève 4 mois dans l'année parce qu'il faut aller le faire réviser en France ou à l'étranger, ça devient compliqué. Donc là, les contraintes locales sont également importantes. Contraintes également en termes de laboratoire. Nous ne fabriquons pas nous-mêmes nos prothèses, ce sont des orthoprothésistes qui les fabriquent, ils n'ont pas forcément les compétences ou le matériel pour travailler sur tout type de prothèse. Donc là, on arrive aux premières limites. Les premières limites à ce moment-là de l'appareillage, ça va être donc des douleurs trop importantes, des douleurs neuropathiques, membres fantômes ou des douleurs côté sein qui font que le patient ne se remettra peut-être pas debout ou ne sera pas capable de reprendre une déambulation. Un retard de cicatrisation. Donc là, c'est quelque chose qui va repousser un éventuel appareillage. Mais du coup, c'est un patient qu'on ne doit pas perdre de vue. Il y a des patients qui sont renvoyés chez eux encore en cicatrisation et qui sont parfois perdus de vue. Et parfois, des positions vicieuses justement s'installent. Et quand elles sont installées, le patient n'est plus appareillable. Donc là, on est sur les déformations orthopédiques ou attitudes vicieuses fixées. Un patient en flexum de genou ou en flexum de hanche, donc avec un genou fixé ou une hanche fixée en flexion, n'est plus appareillable, on ne peut plus adapter de prothèse correctement. Et donc là, on est sur un patient du coup, qui restera au fauteuil ou qui déambulera sur une jambe. Également, des comorbidités trop importantes, un patient avec des problèmes cardiaques trop importants ou des soucis cognitifs trop importants, impossible d'appareiller parce que l'apprentissage de l'utilisation de la prothèse ou la déambulation ne sera pas possible. Il y a un test qui a été donc validé en français depuis à peu près 6 mois, 1 an, qui permet de nous aider justement dans cette mise en place de cahier des charges et pour voir un petit peu les capacités du patient. Donc c'est un test qui est intéressant parce qu'il peut être fait avec et sans prothèse. D'accord ? Ce seront à chaque fois les mêmes items qui pourront être faits avec et sans prothèse. C'est un test qui est assez rapide, on y passe entre 20 et 30 minutes. Et ça nous permet donc d'obtenir un score et de catégoriser en quelque sorte le patient dans des niveaux d'activité que vous pouvez voir en bas à droite. Donc niveau d'activité K0, K1, K2, K3, K4, qui correspondent du coup pour K0 à une impossibilité du patient de pouvoir utiliser une prothèse. K1, on est sur une déambulation en intérieur, donc typiquement à l'intérieur d'une maison, sans obstacle. K1, on commence à avoir une déambulation extérieure, simplement extérieure, avec quelques passages d'obstacles, quelques passages de marche. K3 et K4, on est sur des patients, pour les K3, qui peuvent déambuler en extérieur à différentes vitesses ou sur différents terrains, donc des pentes ou terrains plus ou moins accidentés. Et K4, on est sur du patient sportif en quelque sorte, où on pourra adapter du matériel qui pourrait subir de grosses contraintes, donc typiquement du sport, typiquement. Ce cahier des charges donc après nous permet en catalogue de pouvoir choisir des pieds ou en tout cas du matériel qui pourrait être adapté sur la prothèse. Ce matériel du coup répond aux besoins du patient en quelque sorte. Ici en bas à gauche, on a donc un pied qu'on appelle pied Sache qui correspond ici, vous voyez, aux catégories K1, K2. Le genou que vous allez avoir là-bas, catégorie K3, K4. Ça permet en fait d'avoir déjà une première idée du matériel que l'on pourrait proposer au patient, d'accord, pour pas qu'il ait ou une prothèse trop peu performante ou une prothèse trop performante, ce qui le mettrait dans les deux cas en échec. Les composants de la prothèse donc qu'on va choisir, ils sont dans le cas ici d'une prothèse d'amputée transfémorale, un pied. Donc le pied, comme on a vu, il peut être, je vous détaillerai un peu plus tard les différents pieds. Donc un pied, un genou, un système de réglage, une emboîture. Nous, au centre, nous travaillons sur des prothèses provisoires. Les emboîtures sont faites, comme ici, en plastique qui est thermoformable, d'accord, qui peut être retravaillé s'il y a besoin de venir resserrer la prothèse à certains endroits ou au contraire venir dégager un petit peu des points d'appui. Ce que vous voyez tout à droite pour vous, on est sur du coup une désarticulation de hanche. On voit qu'il y a également une hanche qui a été une hanche prothétique qui a été posée. Donc en fait, tout cet assemblage et l'emboîture va être adapté véritablement au patient sur mesure et en fonction des capacités présentes et des objectifs futurs du patient.
Donc, comme je vous disais, les emboîtures donc thermoformées, on peut adapter tout un tas de petits appareils en quelque sorte. Ici, on est sur une vanne de dépression pour pouvoir faire en sorte que la prothèse adhère et ne quitte pas le patient, ou les systèmes BOA que vous avez là qui permettent de serrer la prothèse un peu plus au niveau du patient pour éviter qu'elle ne tombe. Donc les différents pieds, je vous en ai parlé. Donc le pied sèche, en général, ils sont en bois ou maintenant en résine, comme on peut avoir ici. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, on est sur un pied basique qui permet simplement un appui. D'accord ? On peut éventuellement adapter un petit amorti au niveau du talon pour qu'il n'y ait pas trop de contraintes au passage de pas. Et sur les classes 1, 2, 3, on commence à travailler donc soit sur de la fibre de verre ou du carbone. Et donc on est sur des pieds de plus en plus dynamiques, donc qui permettent une compression et une restitution de force. Donc ça permet d'avoir un certain confort pour le patient et donc de limiter cette dépense énergétique pour des patients qui seront de plus en plus mobiles. On est bien d'accord que quelqu'un qui va marcher 2-3 mètres en intérieur, ce pied-là est suffisant, surtout en termes de coût, parce qu'il y a également une question de coût là derrière. Et un patient qui va marcher des heures et des heures, voire même trottiner, on va partir sur plutôt un pied carbone, parce que ses capacités vont faire qu'il sera capable de le déformer pour que le pied lui restitue l'énergie derrière. C'est donnant-donnant. Au niveau des genoux, il y a également plusieurs types. Donc on peut avoir le genou à verrou. Typiquement, c'est un genou qui tient en extension et qui doit être déverrouillé manuellement pour aller s'asseoir. Donc là, pareil, chez des patients très limités en termes de déplacement. Et au fur et à mesure, on peut adapter différents genoux en fonction du niveau d'activité du patient, de son domaine également d'évolution. On a des patients, il y a des genoux qui vont dans l'eau, d'autres qui ne vont pas dans l'eau. Il y a des genoux qui peuvent être soumis à des contraintes que d'autres ne peuvent pas. Donc encore une fois, s'il y a une reprise professionnelle par exemple ou une reprise sportive, ça va dépendre des souhaits du patient. Là, on rentre dans la phase de prothétisation. Donc là, on est concrètement sur la reprise d'une vie normale en quelque sorte. Donc le patient va apprendre à enfiler, enlever sa prothèse, réapprendre à marcher, réapprendre les tâches quotidiennes, d'accord. Une amputation, on n'enlève pas simplement de l'os en quelque sorte, de la matière, on enlève des muscles, d'accord. Et ces muscles-là renvoient des informations au niveau des articulations, au niveau de la voûte plantaire, on a des informations qui remontent. La prothèse est un poids mort en quelque sorte et ces informations ne reviennent pas. Donc il va être important pour le patient de réapprendre finalement à ressentir de nouvelles sensations, d'accord. Donc le travail en centre de rééducation va être vraiment d'appréhender sa prothèse, retravailler ses sensations et essayer de confronter le patient à son environnement futur. D'accord ? Donc que ce soit en extérieur, que ce soit sur des activités de vie quotidienne ou que ce soit sur des activités sportives. Le réentraînement à l'effort, c'est une constante. Le renforcement musculaire, c'est une constante également. Donc des exercices tout simples de travail d'équilibre, de travail de mise en charge sur le pied sain et sur la prothèse, d'avant en arrière pour retravailler les limites de son équilibre. Et puis sur des plans instables, le passage de marche et également donc du renforcement musculaire, comme on peut voir avec l'élastique. Rien n'empêche de mettre une contrainte sur la prothèse. Si la prothèse est adaptée, elle ne blessera pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Exercice en pente, exercice de saut, travail avec le ballon. On essaie vraiment de stimuler le patient dans toutes les conditions qu'il pourrait rencontrer. Également, très important, les relevés du sol et les descentes au sol, d'accord, qui doivent être acquises à la fois avec la prothèse et sans la prothèse. Un patient qui tombe peut éventuellement casser la prothèse. Il ne le sait pas forcément. Vaut mieux qu'il puisse se relever sans la prothèse et se mettre en quelque sorte à l'abri sans sa prothèse. Donc voilà, très important. Phase de prothétisation. Du coup, comme je vous disais, l'apprentissage de la mise de la dépose de prothèse. C'est important, ça a l'air tout bête, on n'enfile pas la prothèse comme une chaussure. D'accord. Les emboîtures vont avoir leur spécificité avec des valves de dépression ou avec des systèmes d'accroche à cordelette. Et le patient doit être en mesure de savoir si sa prothèse est bien mise et ne le met pas en danger quand il fera ses premiers pas. Il y a également un entretien de l'emboîture et du manchon à avoir. Le manchon, je ne vous en ai pas parlé, alors là j'ai une chaussette, on n'est pas tout à fait sur un manchon comme pourrait l'avoir le patient, on est sur le manchon, on est sur des chaussettes en quelque sorte en silicone qui doivent être lavées quotidiennement et séchées correctement pour qu'elles puissent protéger correctement le moignon du patient. Il doit être également en mesure de savoir si son pied n'est pas un petit peu desserré ou si son genou est en état de fonctionnement. Il y a des genoux qui sont également des genoux électroniques qui nécessitent une mise en charge régulière. Si le genou est déchargé, il ne remplit plus sa fonction et met en danger le patient.
Et également donc l'hygiène du moignon, très importante. On a vu que les patients qui étaient amputés, encore une fois, étaient souvent des patients diabétiques, donc avec une tendance à mal cicatriser. Une blessure sur le moignon, même minime, peut avoir de grosses conséquences par la suite. Donc encore une fois, des problèmes infectieux ou tout simplement des douleurs qui ne permettront pas la mise de la prothèse. Donc l'hygiène du moignon est très importante et la surveillance du moignon très importante également. Donc là, on a des petits exemples de petites fiches à montrer. Et là, typiquement, des blessures que l'on peut rencontrer. Donc ça peut être des blessures dues à la prothèse en elle-même ou des blessures provoquées par des coups ou des lésions de grattage. Ça arrive également régulièrement. À partir de là, on a également donc des freins à la poursuite de la rééducation. Donc tout ça variable, encore une fois, potentiellement oui, mais les douleurs, encore une fois, peuvent apparaître à cette étape de la rééducation. Le patient peut ne pas avoir de douleur avant la mise de la prothèse, mais la prothèse n'est pas forcément adaptée ou on ne trouve pas forcément de solution d'adaptation de prothèse qui permettent au patient d'être à l'aise avec sa prothèse. Et donc du coup, parfois, l'appareillage s'arrête là, impossible de mettre une prothèse terminée. La présence de plaies également, des patients qui mettent du temps à cicatriser. Il peut avoir une prothèse qui est adaptée, mais un frottement fait qu'une plaie réapparaît et on est reparti pour 3-6 mois de cicatrisation. C'est quelque chose qu'on croise régulièrement. Un défaut de stabilisation du moignon. Alors il faut savoir que les moignons ont tendance à grossir, réduire. Les patients n'arrivent pas forcément à stabiliser ça. Alors ce n'est pas forcément du fait du patient, mais il peut y avoir par exemple une prise de poids ou une perte de poids qui fait également travailler le moignon et qui du coup nécessite une refabrication de prothèse. À savoir qu'un delta de 4 kg commence à avoir une incidence sur le volume du moignon. Alors il y a des moyens, par exemple ce type de chaussette sert à ça, pouvoir avoir une couche supplémentaire, donc faire grossir artificiellement le moignon, mais c'est pas toujours possible et à ce moment-là on repart sur une fabrication de prothèse et là on repousse encore une fois le retour à domicile. Et encore une fois, les comorbidités. Le patient peut être très bien capable de comprendre à quoi lui sert la prothèse, mais comment l'utiliser, là, on peut commencer à toucher certaines limites chez certains patients. Prothétisation définitive. Donc là, on ne les a pas forcément en rééducation sur le centre. Souvent, ça se passe à l'extérieur, déjà au domicile. Ils sont chez eux avec leur prothèse provisoire et donc après, tout le reste se passe plutôt avec l'orthoprothésiste. Mais il peut arriver qu'on ait certains patients qui restent jusqu'à cette phase-là, en HDJ souvent pour le coup. Donc là, on évalue par rapport à la prothèse provisoire si tout est bien calé, en quelque sorte. Est-ce qu'un autre genou du même type ne serait pas mieux ou moins bien en fonction des activités? On peut aussi utiliser différents composants pour deux prothèses, à savoir qu'il y a souvent une prothèse de secours qui est faite en plus de la prothèse du patient elle-même. Donc des fois, il y a des patients qui se retrouvent avec une prothèse plutôt sportive, dynamique, et une prothèse plutôt de confort pour la marche de tous les jours. Donc ça également, c'est évalué. Les projets de réinsertion professionnelle, est-ce que c'est possible ou non? Est-ce qu'il y a des adaptations qui sont à faire? Donc là, c'est pareil, les essais conduites. La requalification est obligatoire. Donc après une amputation, on repasse en commission et on repasse un test de conduite, savoir si tout est bon. De la réhabilitation si besoin, et donc la prothèse définitive, tout va bien, si tout va bien, en général à 6 mois. Globalement, on est quand même plus retardé que ça. 6 mois, c'est vraiment dans des délais assez courts. En général, ce seront plutôt des amputations traumatiques, type accident de la route ou accident du travail, chez des personnes qui, pour le coup, sont plus jeunes, plus actives. Là, du coup, c'est un peu le propos que j'avais tout à l'heure. On est finalement sur, si on regarde un petit peu ce schéma, on est sur qu'est-ce que l'acte moteur. Donc là, en l'occurrence, la marche, et de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un système nerveux et d'un but à atteindre. Le système nerveux va prendre la décision et guider le corps pour cet acte moteur. Cet acte aura forcément un coût énergétique et donc il sera dépendant du monde extérieur et du système musculo-squelettique dont on est à disposition. Et donc on voit bien qu'avec une amputation, le système musculo-squelettique va être déjà sorti en quelque sorte, ou en tout cas déficitaire, et donc forcément le coût énergétique va être augmenté. L'équipement sensoriel également. Quand on ampute une jambe, on enlève des capteurs, on enlève des informations nécessaires
à la régulation de cet acte moteur, et donc forcément l'acte en lui-même va être plus compliqué. Donc on voit bien qu'une comorbidité type AVC avec des problèmes cognitifs ou simplement un état de vieillesse qui avance, ça peut provoquer de grandes difficultés à l'appareillage. Celle-ci ne sert à rien, excusez-moi. Donc les limites au retour à domicile, donc là on va vraiment aller plus loin. Ces patients-là, pour le coup, on les recroise sur des consultations au long cours. Une étude est sortie qui détaille l'utilisation quotidienne de la prothèse. Des patients qui sortent généralement de centre l'utilisent quotidiennement pour 85% d'entre eux. À 1 an, je crois, ça chute à 31%. Les causes, elles sont multiples. En général, la peur de la chute, le poids important de la prothèse, à savoir que la prothèse pèse rarement plus lourd qu'une jambe, mais simplement on n'a pas le système musculo-squelettique pour la porter, on est sur du poids mort. Donc forcément le poids va être important. C'est pour ça qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui d'emboîtures en carbone, et donc du carbone en général. Les tubes sont souvent en aluminium. Les difficultés à s'habiller, la fatigue et les douleurs du membre fantôme. Il y a également beaucoup de patients qui préfèrent être vus en fauteuil roulant plutôt qu'en prothèse. Il y a aussi cette acceptation du regard extérieur qui est très compliquée. Ces limites au retour à domicile, on a quand même la main dessus, ne serait-ce que sur la peur de la chute, les difficultés à s'habiller et la fatigue. On a vraiment la main en rééducation là-dessus. On peut faire travailler le patient et faire diminuer cette peur de la chute. On peut travailler avec le patient sur ses capacités motrices pour tout ce qui va être difficulté à s'habiller. Vraiment enlever, se chausser et enlever la prothèse et ses vêtements. Sur la fatigue également, avec tout ce qui va être réentraînement à l'effort et renforcement musculaire. Donc là-dessus, on peut avoir la main et normalement une rééducation efficace permettent de réduire ce risque d'abandon de la prothèse. Après, les patients vieillissent aussi et cette peur, ces difficultés à s'habiller, cette fatigue peuvent s'installer malgré tout. Enfin, à plus de 6 mois, bon là désolé, ils sont tous jeunes, ils sont tous beaux, mais en fait sur les prothèses, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a plein de possibilités finalement. On peut adapter des prothèses pour tout, pour des pratiques sportives, on peut même avoir des prothèses relativement esthétiques. Et finalement, la seule limite qu'on va avoir à l'appareillage des patients, finalement, c'est des choses que nous, en rééducation, on peut prévoir, ou en tout cas en partie. Et ça va être les retards de cicatrisation, ça va être les positions vicieuses, et ça va être la gestion de la douleur. Donc, potentiellement, effectivement, tous les patients sont appareillables, mais une surveillance et une prise en charge vraiment la plus efficace possible permettrait d'appareiller quand même un maximum de patients. Et du coup, tout au long de la prise en charge, alors c'est pas forcément un propos que j'ai tenu sur toute la longueur, mais il y a également tout un pan important à garder à l'esprit tout au long de la prise en charge du patient amputé. Ça va être la gestion du membre sain, bien évidemment. On est encore sur un membre résiduel. Un patient diabétique est aussi diabétique du côté qui n'est pas amputé, donc il va y avoir une importance du maintien de la surveillance de ce membre sain. On peut avoir des problèmes d'arthrose, on peut avoir des problèmes musculaires. On a des patients AVC qui sont amputés. Il faut pouvoir gérer également ce membre. Si c'est le membre plégique, c'est compliqué, mais il y en a qui sont amputés de l'autre côté. Et la gestion des comorbidités, donc, et des facteurs de risque qui vont être les maladies associées. On essaie d'avoir un sevrage tabagique, parce que c'est clairement le facteur de risque associé qui est présent, et donc de l'éducation thérapeutique pour tout ce qui va être hors prothèse, et essayer de conserver finalement une bonne santé en dehors de purement la prothèse et l'appareillage. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci pour votre présentation. J'ai une question. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les douleurs du membre fantôme. Donc moi, je ne suis pas connaisseur et c'est une question qui m'interpelle, manifestement avec des douleurs qui peuvent être importantes. Donc ma question, c'est comment un membre qui n'est plus là peut faire mal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors je ne suis pas neurologue, je pense qu'il sera peut-être plus à même de vous répondre. Mais alors déjà, au niveau de l'amputation, il faut bien faire attention à la sensation fantôme, qui est normale chez 90% des patients après amputation. Le patient ressent encore un temps son membre fantôme, mais a tendance à réduire le temps passant. La douleur fantôme, on est vraiment sur une douleur neuropathique, c'est-à-dire que le patient ressent donc une douleur, mais là, pour le coup, sur un membre qui n'est plus là. Il faut savoir que l'image du corps, finalement, après amputation, peut être maintenue en quelque sorte dans le cerveau, et qu'au bout d'un moment, finalement, cette douleur est, comment dire, auto-entretenue, finalement, au niveau du cerveau. D'accord ? On n'est plus du tout sur un problème de pied, on est sur un problème de centralisation, on appelle ça. On est vraiment sur quelque chose qui est interne au cerveau, et en fait, ce signal douloureux est répété, 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 et est maintenu au niveau du cerveau. Généralement, les traitements pour les douleurs fantômes, on est sur des traitements neuroleptiques, il me semble, donc voilà, qui agit directement à ce niveau-là. Et c'est des douleurs qui sont très, très compliquées une fois qu'elles sont présentes et installées, qui sont très difficiles à faire refluer. Voilà. Donc on est vraiment typiquement sur quelque chose qui se joue au niveau du cerveau. Les patients, alors c'est là où il faut faire très attention. Souvent, quand on parle de douleurs, notamment de douleurs de membres fantômes, c'est la même chose pour les douleurs chroniques. On a tendance à dire parfois quand ça fait trop longtemps et qu'on ne les croit pas que c'est dans leur tête. Alors effectivement c'est dans leur tête, mais c'est au niveau du cerveau. Ça a une vraie existence malgré tout, et c'est une vraie expérience douloureuse, et c'est très important à écouter. Voilà. La question, c'était tous appariables. C'était la thématique. Est-ce qu'on a la proportion des personnes qui peuvent l'être et celles qui ne peuvent pas l'être? Non. Très peu d'études, comme je vous disais, non, très peu d'études. On a même en soi les chiffres, comme vous avez vu, je vous ai dit entre 250 et 300 hospitalisations pour amputation. Même ce chiffre-là n'est pas précis. En fait, c'est un champ qui est très peu exploré, en fait, et on n'a pas de chiffres précis. Il y a un article qui est sorti, il me semble, en avril, là, dernièrement, qui, par contre, estimait la proportion de patients amputés plus importante dans les Outre-mer qu'en France métropolitaine, sans forcément dégager de problématiques là-dessus. Mais ça n'est pas forcément plus loin sur cette part de patients amputés. Est-ce qu'on a le delta de patients appareillés ou non? On parlait aussi du prix de la prothèse. On peut savoir... Alors ça, pour le coup, j'en ai aucune idée. Alors, par contre, je peux vous faire un petit comment dire, brief rapide. Faut savoir que donc toutes les pièces, donc on est sur une prise en charge sécu, et que les pièces ont, comme tous les dispositifs médicaux, un taux de remboursement. Toutes les pièces ne sont pas disponibles et ne sont pas remboursables, d'accord. Ça dépend. Du coup, c'est là où le coût financier est important. Certaines pièces seront, si elles veulent être installées sur la prothèse, à la charge du patient. D'accord. C'est pour ça qu'on voit souvent des patients avec des prothèses ultra techniques et très développées et très adaptées. On est souvent sur des accidents avec tiers responsable, alors qu'un patient sur une maladie classique, on va dire, la prise en charge de la prothèse va être bien moindre forcément. Voilà. Mais en termes de prix, je ne saurais pas vous dire par contre. Il n'y a pas d'appareilleur sur le... Non, il pourrait nous dire. Mais on est sur un ordre d'idée sur une prothèse transfémorale, si je ne me trompe pas, on est quand même aux environs de 10 000 € sur une prothèse basique. Oui, c'est bon. Du coup, par rapport à tout ce que vous avez raconté, en fait, ce qu'on voit aussi, vous pouvez m'arrêter si je divague, je vous en prie, c'est qu'il y a quand même une espèce de paradoxe, parce qu'en fait, c'est à la fois on perd un membre, mais en fait, c'est aussi psychologiquement, il y a vraiment quelque chose qui se passe, parce que c'est comme si ce membre était toujours là, et en fait, cette perte, elle est très matérialisée en fait pour le patient. Et peut-être aussi, donc du coup, bon là, on part un peu dans la philo, désolé, hein, 17h30. Mais donc tout ça pareillable, il y a peut-être aussi cette, pour le patient lui-même, en fait, est-ce que moi-même j'ai envie de porter un appareil? Est-ce que moi-même j'ai envie d'avoir cette pièce rajoutée d'une certaine manière? Et est-ce que ça, dans les patients que vous accompagnez, vous sentez cet aspect-là?
Oui, alors actuellement on a un patient qui aurait préféré mourir plutôt que se faire enlever son gros orteil. Alors on est juste sur le gros orteil qui peut être caché, mais effectivement, alors déjà il y a le rapport à soi et il y a aussi le rapport aux autres. C'est quelque chose effectivement qui est pas discuté avec les patients parce que comme je vous l'ai dit, les phases préopératoires existent très peu, donc finalement l'avis du patient n'est pas forcément pris en compte sur ce point-là, mais on est souvent sur des cas où on est clairement sur du sauvetage, amputation ou mort clairement. Mais en termes d'esthétique, par contre, il y a un gros travail qui est fait. Comme vous pouvez voir, par exemple, on aurait pu simplement mettre un bloc ou un rectangle plutôt que quelque chose avec la forme d'un pied et la colorer. Mais actuellement, attendez, je vais vous mettre la slide juste avant. On peut avoir finalement des patients qui souhaitent le cacher ou d'autres qui préfèrent le revendiquer. Par exemple, typiquement, là, on est sur une prothèse d'une personne qui la porte telle qu'elle dans sa vie de tous les jours. Donc on peut travailler sur quelque chose d'esthétique, de complètement modifié et là, pour le coup, totalement visible. Mais à côté de ça, on peut avoir, alors là, je ne l'ai pas, mais il existe des techniques aussi où on peut totalement camoufler la prothèse. Alors, bien sûr, la démarche ça sera modifiée. Bien sûr, on verra que le genou n'est pas forcément de la même forme ou ne plie pas exactement au même endroit que l'autre côté, mais ils essayent malgré tout, les appareilleurs essayent malgré tout d'avoir des produits qui miment le corps. Donc, ça va être pour le coup, sur ce type de prothèse, par exemple, un ajout d'une mousse à la forme d'un mollet, par exemple, qui est travaillé complètement à la main et coloré à la couleur de la peau du patient. D'accord, ils arrivent, ils ont leur catalogue de couleurs, ils voient par rapport à la peau du patient, et donc là, on est sur quelque chose qui est totalement masqué. Donc oui, il y a des patients qui veulent revendiquer ça, qui veulent revendiquer en quelque sorte et montrer ça, et d'autres qui préfèrent le cacher. Tout ça variable, dans ce cas-là, oui, c'est possible parce qu'on peut à la fois montrer finalement et en même temps le cacher si on préfère le cacher, ou en tout cas le déguiser. Quelles sont les conséquences de l'amputation, par exemple, d'un gros doigt de pied ou de... Les conséquences, tout dépend effectivement. Un gros orteil, ça sert quand même en termes d'appui au sol ou de sensation. Après, c'est quelque chose qui est quand même relativement bénin, on va dire, et on est surtout sur de l'esthétique. Sur un doigt de la main, ça peut être problématique en fonction également du doigt. D'accord. On perd un index ou un majeur, ça peut aller. Si on perd un auriculaire ou un pouce, on peut perdre une pince, par exemple. D'accord. Finalement, après, encore une fois, chacun son activité. Certains préféreront garder l'index et d'autres préféreront garder l'auriculaire. Mais sur des amputations mineures, on est surtout sur de l'esthétique à découvert, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui va mimer un gros orteil pour quelqu'un qui se promène pieds nus, mais on est sur du chaussage pour avoir un appui qui revient à peu près à la normale, et au niveau de la main, on est sur quelque chose de purement esthétique avec un faux doigt typiquement. Pas de conséquences majeures généralement. Mais effectivement, il y a ce rapport au corps, par contre, qui peut être, lui, pour le coup, très touché. On a perdu quelque chose malgré tout. J'ai été rapide, on a le temps. Et là, par exemple, tout en bas à droite, c'est oui. Amy Mullins, non? Je ne sais pas, oui, c'est possible. Je pense que je crois que c'est elle. Donc elle est mannequin, elle est athlète, oui, et je crois qu'elle était amputée depuis qu'elle était toute petite. Oui. Mais du coup aussi, on entend de plus en plus parler des sports paralympiques. On a aussi beaucoup plus de représentation dans nos médias ou des choses comme ça. Est-ce que ça, vous pensez que ça a une incidence sur les patients, en fait, sur leur par rapport à eux? Oui. Oui, on a l'exemple réunionnais, là, Dimitri Pavad, qui est sportif paralympique. Et ça, bien sûr, ça joue finalement. Les patients, en assumant en quelque sorte ça, dédramatisent finalement l'amputation. Oui, et on les voit de plus en plus aussi pour ça. Et c'est aussi pour ça que les fabricants s'y intéressent et investissent plus le milieu aussi. Les anciennes prothèses, elles n'étaient pas si belles que ça. Et la technologie aussi permet finalement d'aller vers ça. Il y a quand même effectivement une évolution et une acceptation de plus en plus importante, bien sûr, heureusement.